Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence. Bienvenue sur le campus Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po à Menton. Je suis Youssef Alaoua, le directeur du campus, et je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'amphithéâtre Richard Descoings pour une soirée en compagnie du professeur Denis Charbit, qui nous présentera notamment, et c'est le sujet de la conférence de ce soir, son dernier livre, publié aux éditions Kalman-Levy le 17 septembre dernier, qui s'intitule « Israël, l'impossible, état normal ». Professeur Denis Charbit, merci infiniment d'avoir accepté de présenter votre livre ici, sur le campus de Sciences Po à Menton. Vous en direz un petit mot tout à l'heure, mais pour celles et ceux qui l'achèteront et le liront, vous verrez que ça fait beaucoup de sens de parler de ce livre aujourd'hui, ici, dans cette salle, sur ce campus, parce que Denis Charbit a en partie écrit son livre à quelques mètres derrière nous, dans un petit bureau, à la bibliothèque, en tous les cas sur le campus de Menton. Donc peut-être que vous sentirez l'air iodé de la Méditerranée lorsque vous tournerez les pages. En tout cas, voilà, Denis Charbit a eu l'amitié de dédier ce livre à Menton, à la ville de Menton, et aussi aux étudiantes et aux étudiants du campus de Sciences Po à Menton. Donc ça nous fait vraiment très chaud au cœur que vous ayez accepté de le présenter ici, d'autant que vous le verrez certainement, vous le lirez, vous l'écouterez, Denis Charbit a une actualité très très dense autour de cet ouvrage et autour, hélas, de toutes les tristes nouvelles qui nous arrivent du Proche-Orient chaque jour. Donc le fait d'avoir dégagé aussi du temps pour présenter cet ouvrage et nous parler, c'est vraiment un geste très fort, et donc nous l'apprécions à sa juste valeur. Merci infiniment pour ça. Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel. Vous nous direz quelques mots tout à l'heure de vos champs de spécialisation, mais en tous les cas, sur le campus de Menton, vous êtes en ce premier semestre de l'année académique 2024-2025 professeur invité. Vous dispensez 2 enseignements, un séminaire en français sur Israël et sa vie politique notamment, et un enseignement en anglais d'histoire pour les étudiants de première année et de deuxième année. Vous avez aussi enseigné l'année dernière sur ce campus, au semestre de printemps, un séminaire en anglais et en français aux étudiants de première année autour du conflit israélo-palestinien. Ce que nous... Comment ? Je dis, il y a des étudiants qui sont là de l'année dernière, qui ont pris ce cours, et je suis heureux de les voir. Et ce que nous vous proposons ce soir, c'est d'organiser le propos, ou plutôt d'organiser la soirée en 4 temps. Un premier propos introductif et de cadrage du professeur Charbit en 3 temps. Il prendra quelques minutes pour se présenter, vous parler de ses travaux, de ses champs de spécialisation, de ses ouvrages, un tout petit peu du dernier. Puis ensuite, il nous dira, et je suis certain que ça vous intéressera, Denis Charbit est tout juste revenu il y a quelques jours, dimanche dernier, d'Israël, où il a passé près de 3 semaines. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il vous le dira, mais ça lui tenait très à cœur de pouvoir être dans son pays, auprès des siens, en cette date anniversaire du 7 octobre 2024. L'an dernier, le 7 octobre 2023, Denis Charbit était en année sabbatique, et pour le semestre d'automne, invité à l'université du Vermont. Donc il a vécu ces événements tragiques à distance. Donc il nous a quitté quelques semaines pour aller en Israël, notamment lors du 7 octobre, et il nous partagera un petit peu une note d'ambiance de ce qu'il a pu voir, de ce qu'il a pu lire, de son ressenti personnel et intime. Et puis, bien entendu, il nous présentera dans les grandes lignes son dernier ouvrage, dont la couverture s'affiche dans notre dos. Ça, ce sont pour les 3 temps d'introduction. Et bien entendu, le 4e temps, nous ouvrirons un échange libre avec la salle. Nous passerons un micro, donc vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions au professeur Charbit. Vraiment, merci infiniment d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Nous continuerons de vous tenir informés de notre actualité événementielle. Nous avons 2 autres événements dont nous pouvons d'ores et déjà vous parler. Le 6 novembre prochain, mercredi 6 novembre, et nous en sommes aussi très fiers parce que c'est la première fois que nous établissons un partenariat avec le cinéma L'Éden à Menton
pour projeter un documentaire le jour de sa sortie nationale en France. Ça s'appelle Voyage à Gaza. C'est réalisé par un réalisateur franco-italien qui s'appelle Piero Usberti et qui a été tourné à Gaza en 2018. En 2018, ce réalisateur franco-italien avait 25 ans. Il s'est rendu à 2 reprises pour des séjours assez longs à Gaza. Il a rencontré des Palestiniens de son âge, il les a filmés, il a échangé avec eux. Il en a fait un documentaire d'1h10 qui sera projeté au cinéma L'Éden à Menton le jour de sa sortie nationale, et en présence de Mohamed Aboussal, qui est un photographe et peintre palestinien, qui, grâce au concours d'une anthropologue, Marion Slitine, qui enseigne sur le campus de Menton ce semestre, a pu sortir de la bande de Gaza et trouver refuge en France. Sa maison a été détruite et bombardée par l'armée israélienne dans la suite du 7 octobre, et Marion Slitine, accompagnée d'autres universitaires, ont essayé, notamment à travers le programme national PAUSE, comme la France l'a fait pour des artistes afghans ou des artistes ukrainiens, essayer de soutenir des artistes palestiniens. Donc voilà, Mohamed Aboussal a réussi à partir de Gaza et à trouver refuge à Marseille. Et donc il viendra rencontrer les étudiants le 6 novembre sur le temps du déjeuner ici, et il sera au cinéma avec nous le 6 novembre à 20h30 au cinéma L'Éden. Donc, alors il faudra bien entendu juste simplement acheter son ticket au prix habituel au guichet du cinéma, et puis ensuite vous pourrez assister à la projection et au débat. Et puis dans les 2-3 premières semaines du mois de novembre, on travaille aussi à l'organisation de la présentation d'un ouvrage dans la foulée des élections américaines. C'est une politologue franco-américaine qui s'appelle Amy Green, qui connaît une actualité certaine là, en cette rentrée littéraire. Elle a signé un papier dans Les Échos, dans Le Monde, elle est très souvent à la télé. Elle a sorti un livre aux éditions Taillandier qui s'appelle L'Amérique et ses fractures. Le rêve américain existe-t-il encore? Et elle viendra le présenter. On vous tiendra informé de la date, on est en train de l'établir. Voilà pour le programme de ce soir et des prochains jours. Nous vous souhaitons une belle conférence, et encore merci à toutes et à tous pour votre présence. Et merci, professeur Charbit, de passer cette soirée avec nous. Merci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Comme Youssef Aloua est très modeste, il ne vous a pas dit que je l'ai remercié également, outre les étudiants de Menton. Et c'est vrai que j'ai remercié comme ça une trentaine, quarantaine de personnes, parce que, comme vous l'avez signalé, Youssef, les professeurs d'université ont ce privilège, en tout cas en Israël, de pouvoir disposer d'une année sabbatique, ce qui veut dire que tous les 7 ans, ils peuvent se rendre à l'étranger pour enseigner et surtout pour poursuivre leurs recherches, je dirais dégagées, déchargées de toutes leurs charges administratives et autres qu'ils connaissent en Israël. Et donc, comme l'échéance venait et que voilà, j'étais autorisé donc après 7 ans à partir. 7 ans auparavant, j'étais en Californie, et donc 7 ans après, j'ai décidé de me rendre donc effectivement, d'être invité par le chef du département de sciences politiques de l'université du Vermont, que je remercie également. Et puis je dois dire, pour commencer par une touche personnelle, parce qu'on va mêler à la fois l'analyse mais aussi les touches personnelles, parce que précisément c'est aussi un petit peu le cas du livre, mais j'en parlerai effectivement dans la dernière partie de cette intervention. C'est mon épouse, donc une fois qu'on avait déjà mis au point donc, que j'allais passer l'année 23-24 du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 donc, à Burlington, que mon épouse, voilà, aux alentours du printemps, une fois que tout était arrêté, me dit écoute, on a un fils qui a déjà fait 1 an de service militaire, il est dans les blindés, il sait ce qu'il fait, tout va bien pour lui, mais je sens assez mal, enfin j'ai un mauvais pressentiment, une mauvaise intuition d'attendre 1 an pour le voir, c'est difficile, les voyages coûtent assez cher, c'est 15 heures de voyage de Burlington jusqu'à Tel Aviv, et puis l'hiver est très rigoureux dans le Vermont, c'est juste à 1h30 de Montréal. Peut-être que tu essaierais de convaincre le chef du département, qui a été bien sympathique de t'inviter 1 an, de t'inviter uniquement 6 mois.
et puis de passer la deuxième partie de ton année sabbatique en France. Et puis la suite, c'est que j'ai fait appel à des collègues qui sont à Sciences Po à Paris, qui m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu fais 6 mois à Paris. Et puis comme je voulais travailler, et comme je voulais travailler pour ce livre en question, que j'avais déjà conçu avant le 7 octobre, j'ai dit, écoute, être à Paris, je sais que je vais rien faire si je suis à Paris, parce que Paris, c'est trop... J'ai en plus beaucoup d'amis, de la famille, beaucoup de collègues. Il n'y a pas une autre solution que d'aller à Paris. Et il me dit, on a un campus dédié à l'étude du Moyen-Orient, de la Méditerranée. Et donc, voilà, ça se passe à Menton. Je dis, ça c'est très bien, parce que ma femme est originaire de Toulon, donc voilà, de la région, on va dire, au sens large du terme. Elle y est née et elle y a grandi. Et puis, Menton, c'est un petit peu plus reculé, et donc je vais pouvoir tranquillement enseigner quand il le faut, et puis surtout travailler, parce qu'une année sabbatique, même s'il y a l'idée qu'on se repose, en fait, c'est fait pour travailler, mais travailler pour ses recherches, puisque, je le disais encore ce matin à mes étudiants dans le cours du séminaire, la fonction principale d'un chercheur, avant d'être enseignant, c'est d'abord d'être chercheur. C'est d'abord d'ajouter à la connaissance, à la production scientifique sur le sujet de spécialisation, dont, effectivement, je vais vous donner quelques indications dans quelques minutes. Et donc comment... j'ai divisé mon année en deux. Première partie jusqu'au mois de décembre aux États-Unis, et puis après un passage en Israël pour voir quand même les miens, mes enfants, j'ai 4 enfants, adultes, enfin adultes entre 18 et 28 ans. Donc après ce bref passage en Israël de quelques semaines, je suis arrivé fin janvier pour enseigner, février, mars, avril, et effectivement à la fois disposer du temps pour écrire ce livre, qui a été effectivement, même s'il a été pensé auparavant, je dis effectivement que je l'ai aussi écrit à Menton, et puis finalement enseigner des cours sur la politique israélienne, ou ici, comme il a été précisé, sur le conflit israélo-palestinien, l'année la plus, la plus terrible, l'année, j'ai envie de dire, la plus difficile pour enseigner un sujet pareil dans un contexte où la guerre fait rage. Alors j'étais le 7 octobre aux États-Unis, on est resté jusqu'en décembre, et puis février, mars, avril, la guerre continuait encore, et donc ça a été pour moi une expérience, je dirais, presque thérapeutique, je pèse mes mots, que de pouvoir, parallèlement à, je dirais, l'exposition, je serais presque tenté de la surexposition médiatique dont j'ai fait l'objet, mais parce que, on cherche dans des périodes comme celle-là des spécialistes de la Palestine, d'Israël, que je parle français, j'écris en français, donc ça m'est plus, ça m'est aisé et facile de le faire. Et dans ce contexte-là, avec tout ce que cela suppose, de réduction, de banalisation, de polémique un peu facile quand on est à la télévision, quand on est confronté dans des talk-shows, dans des débats où vous devez donner la réplique, donner la contradiction, et bien d'avoir, aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, d'avoir 12 cours à raison de 2 heures par semaine, où j'ai enseigné en anglais et en français le conflit israélo-palestinien. Pas un sujet annexe, pas un sujet marginal, mais le sujet lui-même. Avec d'ailleurs dans la classe des élèves qui participaient au cours et qui pouvaient le lendemain, l'après-midi, être parmi les leaders de la cause palestinienne. Mais voilà, quand on se retrouvait en classe, on était là en train de discuter, de débattre, d'argumenter, et et le faire au cœur de la tempête, en quelque sorte, puisque en plus l'institution elle-même, Sciences Po, a été comme ça un peu mise au banc, mise au pilori. Je ne vais pas raconter les événements, vous en souvenez sans doute, mais avec cette idée qui est exactement ce qu'est
Alors, la métaphore qu'on emploie en général, elle est toujours un peu péjorative. On parle de l'université, de l'académie comme une tour d'ivoire. Et l'idée de la tour d'ivoire, c'est un peu, voilà, on se protège. Mais là, je dirais, on se protège dans le bon sens du terme. C'est pas, on se protège, comme on dit quand on veut ironiser là-dessus, pour discuter du sexe des anges alors que Byzance était en train d'être détruite. Ce qui est, on va dire, le mauvais usage de cette métaphore de la tour d'ivoire. Non, non. On va parler du sujet, on va parler du conflit israélo-palestinien, mais on va le faire avec les outils du savoir, les outils de la connaissance, dans une libre et une totale ouverture d'esprit. Je me souviens, parce que les deux étudiants qui sont là de l'année dernière s'en souviennent peut-être sans doute, quand je me suis présenté, je vais vous dire comment je l'ai fait, j'ai dit bonjour, je m'appelle Denis Charmy, je suis israélien, et là j'ai vu la moitié des visages un peu surpris, et j'ai ajouté aussitôt, je le répète, je suis israélien, pas l'ambassadeur d'Israël en France. C'est-à-dire, je ne suis pas la voix officielle de l'État d'Israël, je suis un chercheur, et donc je suis là pour exposer tous les points de vue, et tous ont eu droit, et on l'a fait d'ailleurs même concrètement, c'est-à-dire que chaque cours, après le premier qui était un cours d'introduction, j'ai invité toujours 3 élèves à venir présenter différents documents diplomatiques qui font l'histoire politique, diplomatique et militaire de ce conflit, des traités de paix, des déclarations d'indépendance, déclarations de Balfour, je ne vais pas vous les infliger tous maintenant. Et j'ai demandé à chaque fois que 3 élèves viennent à l'estrade pour présenter le point de vue arabe et palestinien sur le document en question, le point de vue international, américain, soviétique, européen, en fonction du document, et le point de vue israélien. C'est-à-dire que j'ai apporté à mes étudiants toutes les voix, tous les narratifs, tous les arguments, non pas pour leur imposer l'un au détriment de l'autre, mais pour que, précisément, ils soient informés de tout ce qui se dit, de tout ce qui circule autour du conflit israélo-palestinien, pas seulement dans la phase récente, et je dois dire d'ailleurs que sur les 12 cours, vous me direz si je me trompe, mais il y a bien dû avoir 4 ou 5 cours où le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, c'était des questions autour de l'actualité. Et des questions parfois provocatrices, animées de bons sentiments, mais me disant comment vous justifiez, etc. Et je répondais, mais attendez, pourquoi vous pensez que parce que je suis israélien, je dois justifier ce que mon gouvernement, ce que l'armée fait? Non, c'est pas parce que j'ai la chance de vivre dans une société ouverte, et dans une société ouverte comme la société israélienne, eh bien, on peut discuter, présenter, on peut contester, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être entendu. Ça, effectivement, c'est le cas des oppositions en général, mais en tout cas, on peut s'exprimer. Et donc, je ne me sens pas tenu forcément de tout justifier, de tout accepter, de tout consentir. J'ai cette liberté de manœuvre, et je l'ai, je dirais, cette liberté de penser, je l'ai même doublement, puisque je ne suis pas seulement citoyen israélien depuis 50 ans, depuis 1974, je suis venu avec mes parents au lendemain de la guerre du Kippour, la guerre d'octobre 1973, je suis arrivé en juillet 1974, mais je suis également chercheur et de surcroît spécialiste de ce champ d'études, parmi tant d'autres, que je vais exposer. Donc, en ce sens, aussi paradoxal, je peux vous le dire, hein, quand je disais j'ai enseigné le conflit israélo-palestinien à Menton, au campus de Sciences Po Menton, ça va, t'as pas été inquiété, on t'a pas menacé, on t'a pas embêté. Je dis mais absolument pas, le contraire. Et pour moi, je dirais que le paradoxe de cette situation, c'est que bien sûr, vivant en France, donc 3 mois à Menton, puis ensuite 3 mois à Paris, après la fin du semestre, hein, donc mai, juin, juillet, j'ai été témoin de de l'ampleur de la cause, de l'ampleur des soutiens, de la difficulté à Israël d'être pas entendue, mais comprise. Donc j'ai vraiment vu ça. Je pense d'ailleurs que je ne l'aurais pas perçu de la même manière si j'avais été en Israël comme je l'étais, enfin comme je le suis depuis 50 ans, mis à part ces années sabbatiques depuis, on va dire, une vingtaine d'années.
Donc voilà, voilà mon parcours, c'est bien effectivement. Alors, je vais le mettre déjà en lien avec le livre parce que je vais vous raconter, j'anticipe un peu sur le livre, mais vous allez comprendre pourquoi il est judicieux de le dire maintenant. Voilà, comme j'ai vécu ici février, mars, avril, je peux vous dire que fin avril, je n'avais pas encore terminé mon ouvrage, le livre n'était pas encore terminé, mais j'avais déjà... précisément parce que, voilà, mis à part les 4 heures de cours, je disposais d'une certaine, je dirais, d'une entière liberté, et puis je dirais aussi d'un certain anonymat relatif. Voilà, je connaissais très peu de monde à Menton ou à Nice ou dans la région, donc j'ai vraiment pu travailler, et donc j'ai envoyé, une fois arrivé à Paris, j'avais déjà fini à peu près la moitié du livre, et mon éditeur lit les 3 premiers chapitres, m'invite à le rencontrer et me dit, écoute, voilà, en plus lui il est plutôt de formation philosophique, donc il n'avait pas énormément de suggestions à faire ou de corrections à faire sur le contenu politique, mais il me dit quand même, écoute, Denis, il serait bon voilà, que dans ce livre tu racontes ton itinéraire. Donc, vous voyez, c'est lié à cette première partie à laquelle Youssef m'a prié de présenter, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, mes travaux, mon itinéraire. Et bien évidemment, vous imaginez un politiste, quand on lui dit, dans votre livre, vous devriez présenter un petit peu votre itinéraire, ma réponse c'est de dire, mais je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas écrire à la première personne. Je ne sais pas, en plus, honnêtement, très sincèrement, je n'ai pas une vie extraordinaire. Je suis un enseignant, j'écris des livres. Bon, voilà, je mène une vie ordinaire, je suis marié, j'ai 4 enfants. Voilà, j'ai pas une expérience. Voilà. En gros, je lui dis, non, je ne crois pas que je le ferai. Et je lui demande, mais pourquoi finalement tu tiens à cela? Et alors il me donne 2 arguments. Il me dit, écoute, le premier c'est que, tu sais, les travaux de politiste, c'est un peu âpre, c'est un peu rugueux, c'est un peu théorique, etc. Tu l'expliques très bien, tu es très pédagogique, on voit que tu es enseignant, que tu sais expliquer des choses compliquées avec des mots simples. Mais aujourd'hui, voilà, il faut incarner une position, il faut qu'on puisse te situer. Et puis il me dit une chose, même 2 choses. Il me dit, en plus, je lui dis fin avril, donc j'étais passé plusieurs fois à des émissions de télévision, ce qu'en général je n'avais jamais fait, parce que je n'étais pas en France pour participer à des talk-shows, etc. À la radio, oui, c'était assez fréquent, je commentais en 5 minutes tel événement, je sais pas, une opération militaire, une élection en Israël, mais voilà, c'était 5 minutes et puis c'était terminé. Et là, il me dit, voilà, quand tu passes à la télévision, bien sûr que tu analyses, mais en même temps, tu es complètement entier, on sent ton engagement, tes convictions, tu les dissimules pas, et donc, pourquoi quand tu écris un livre, là tu prends un peu plus de distance, etc. Bon. Et puis il me dit également, tu sais, toi tu t'en rends pas compte parce que tu habites en Israël depuis 50 ans, mais tu sais, il y a des gens qui s'intéressent à Israël, qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas, et quand on fait Google en français et qu'on cherche des livres sur Israël ou sur le sionisme ou sur la Palestine, etc., il y a, allez, on va dire 6, 7, 8 noms qui ressortent, donc beaucoup de profs d'ailleurs de Sciences Po, Jean-Pierre Filiu, qui enseigne actuellement ici à Menton le conflit israélo-palestinien. Il y a Alain Dieckhoff, qui était directeur du CERI jusqu'à encore l'année dernière, Sami Cohen. Voilà, quand on cherche des livres sur Israël, la Palestine, le conflit israélo-palestinien, en gros, allez, il y a 5, 6, 7, 8 noms, et parmi lesquels le tien. Mais toi, tu t'en rends pas compte parce que tu publies tes livres, mais c'est une bouteille à la mer, et tu sais pas, etc. Mais finalement, il y a des gens, voilà, ce qu'ils ont appris du conflit, c'est un peu ce qu'a écrit Jean-Pierre, un peu ce qu'a écrit Alain, ce qu'a écrit Samy, et un peu ce que tu as écrit. Mais à la différence des autres, eux, on sait qu'ils vivent en France et qu'ils sont en France. Toi, c'est spécial parce qu'on te voit beaucoup en France, parce que voilà, mon milieu de référence,
c'est plutôt le milieu universitaire français, que je suis souvent invité pour éditer un livre, pour un colloque, pour telle ou telle manifestation. Et donc on ne sait plus trop. Je sors là un peu, je dis bon, c'est pas mon habitude de parler de moi, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors je me suis dit au début, je vais faire un prologue, puis après j'ai dit je vais faire un épilogue. Puis à un moment j'ai trouvé une idée qui me permettait justement, après tout, d'éviter un peu le côté autobiographique qui vraiment me paraissait totalement déplacé me concernant. Et c'est de commencer chaque chapitre, il y en a 6 dans le livre, de commencer chaque chapitre par le lien que j'ai avec le sujet en question. Je vous donne un exemple, je pourrais en vous donner d'autres, vous savez, il y en a 6, mais je ne vais pas vous donner les 6. J'ai un chapitre qui s'appelle « Israël et la question palestinienne ». Je commence en racontant comment, soldat, à 19 ans, j'étais à ce moment-là depuis 5 ans seulement en Israël, je parlais pas mal l'hébreu, mais pas complètement encore, mais je me débrouillais déjà assez bien. Je vous raconte l'épisode, hein, j'anticipe un peu, mais je reviendrai. Et je raconte ma première expérience de l'occupation. Comment, j'avais 19 ans, et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal que je sois amené, en l'occurrence, ce n'était pas une affaire extraordinaire, hein, c'est pas j'ai assisté à la torture d'un prisonnier palestinien et je suis à côté en train de surveiller. Non, c'était beaucoup plus ordinaire. J'étais posté devant une école à Naplouse. N'oubliez pas, hein, l'occupation à ce moment-là, elle a 12 ans. 67, 79, 12 ans. Il n'y a pas encore des implantations, très peu. Donc tout ce qu'il y a ensuite, etc., on n'est pas dans cette phase-là de l'occupation à partir de fin des années 80-90, quand on va augmenter la colonisation. Donc on me poste devant une école et je vois une mère et une fille, petite fille et une mère, qui attendent. Et moi, vous savez, comment j'ai envie de vous dire, avec le sens de la courtoisie que j'ai appris en France, hein, j'étais comme élevé ici, je commence à engager un petit peu la conversation, mais plutôt en anglais, pas en hébreu. J'étais bien sûr certain que... Voilà, et je vois un regard fermé, de quelqu'un qui me dit, en gros, implicitement, sans rien dire, je n'engagerai pas la conversation avec toi. Je le comprends très vite, je me tourne vers la petite fille, et là, je vois le regard d'une jeune fille, d'une petite fille, hein, 7-8 ans, hein, apeurée, effrayée. J'étais effectivement en treillis, en uniforme militaire, et avec une arme. Pas qui la visait, hein, mais néanmoins une arme, puisque j'étais soldat. Et là, voilà ce que je raconte de personnel, je raconte 2-3... Voilà, ce que j'ai fait, si vous voulez, c'est... et en ce sens, pour reprendre ce que disait Youssef dans l'introduction, c'est pas mon premier livre, mais c'est un livre qui est différent des autres, de tous ceux que j'ai écrits. Il y a effectivement la réédition de Qu'est-ce que le sionisme, que j'avais écrit déjà une quinzaine d'années, mais que j'ai réactualisé. Vous voyez, j'ai eu du temps hein, pour travailler durant ce semestre précédent. Et il y a 3 différences entre ce livre-là et ceux qui précèdent. La première, Youssef l'a mentionné, la dimension de l'espace. J'ai écrit tous mes livres en Israël. J'y habite. Je ne dis pas que parfois je n'ai pas pris un chapitre dans l'avion et que j'ai relu et que j'ai rectifié à Paris ou à Londres ou aux États-Unis, etc. Globalement, tous mes livres, je les ai écrits en Israël. Là, et c'est pour ça que j'ai tenu à la fin du livre de mentionner toutes les étapes, là où je réside, puis, donc c'est en Israël, au nord de Tel Aviv, une localité qui s'appelle Hod HaSharon, puis je l'ai écrit à Burlington, aux États-Unis où j'étais, puis à Menton, où j'ai résidé, à Nice, parce que quand ma femme est venue me rendre visite, on a vécu un petit moment à Nice, puis à Paris. Et ça ne m'était jamais arrivé d'écrire un livre. Alors vous allez dire, oh, c'est pas très important. Si, je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que,
attaché comme je suis au livre, au pluriel, c'est la première fois que j'écris un livre sans qu'il y ait ma bibliothèque à côté de moi. Et c'était... Je sais bien, il y a la bibliothèque de Sciences Po qui est très fournie, je sais bien qu'aujourd'hui par Internet on trouve tout, mais pour quelqu'un qui a l'habitude d'écrire ses livres, quand il y a tous ces livres sur Israël, sur la Palestine, sur le conflit, à côté, que je peux à chaque moment écrire sans les avoir à ma disposition, c'était quelque chose d'un peu spécial. C'est pour ça que j'ai mentionné ces noms-là. Et puis inversement, la deuxième singularité, c'est que en général, mes livres, tous les autres livres, je les ai mûris. J'ai pris 2 ans, 2 ans et demi. À un moment, je me faisais tirer l'oreille par l'éditeur. Alors, et le livre, et le livre. Bon, allez, je le termine, je te l'envoie. Là, je l'avais commencé en juillet 23. J'ai signé le contrat en juillet 23. Et mon éditeur, initialement, m'avait dit, tu le rends en octobre 24. Une des premières conversations que j'ai eues après le 7 octobre, c'est « Denis, c'est pas en octobre 24 que tu me donnes, c'est en juillet 24 pour qu'on puisse le sortir, même pas le 7 octobre, mais avant le 7 octobre, parce que le livre, je vais en parler tout à l'heure, n'est pas un livre sur le 7 octobre. Il est traversé par l'épreuve du 7 octobre et par l'épreuve de la guerre qui a suivi, mais il n'est pas un livre sur le 7 octobre. Et ça, écrire un livre en 13 mois, ça ne m'était jamais arrivé. J'ai même dit, quand j'ai remis le manuscrit le 30 juillet, il me dit, alors t'es content? Enfin, mon éditeur, celui qui était mon interlocuteur, et je lui ai fait cette réponse qui l'a fait sourire. Je lui ai dit, je me sens comme une femme qui a accouché d'un enfant prématuré. Je l'aurais bien gardé encore 2 mois. Parce que j'ai senti qu'on me le prenait, parce que, voilà, les contraintes de l'édition, etc. Et puis la troisième singularité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les autres livres, le je n'apparaît pas, il peut apparaître dans la préface, il peut apparaître dans l'épilogue, mais en gros... Et là, j'ai, à la demande de mon éditeur, j'ai introduit cette dimension personnelle, alors qu'il fait quelques pages, je dirais, sur chaque chapitre, mais il commence par là, et je dois dire qu'à la fin, alors, outre que j'ai pris un peu de plaisir à l'écrire, je ne peux pas le dissimuler, je ne peux pas me cacher, mais je dirais surtout que j'ai trouvé qu'il y avait un paradoxe, et un de mes précédents livres s'appelait Israël et ses paradoxes, et donc j'aime les paradoxes, et j'ai trouvé quand même la chose suivante, c'est que d'un côté, il y avait quelque chose un peu, pour moi au départ, un peu indécent, un peu de m'exposer comme ça à la première personne, de raconter un peu mon itinéraire. Et puis après, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très honnête dans le fait de commencer par là, de raconter à chaque fois quel est mon rapport à la question. J'ai un chapitre sur le pouvoir religieux, je raconte mon rapport au judaïsme. Un peu distant, mais aussi assez proche. Voilà la bonne distance que j'ai créée avec cela, avec cet héritage. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose finalement à la fois, c'est pour ça que je dis un paradoxe, à la fois de très... Je m'expose, je parle à la première personne, je raconte des épisodes de ma vie, je ne raconte pas toute ma vie bien sûr, et en même temps j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très modeste parce que c'était une manière de dire, je ne vais pas vous dire je pense ceci, je pense cela, voilà comment j'analyse le rapport d'Israël avec la démocratie, le rapport d'Israël avec la guerre, le rapport d'Israël avec les Palestiniens, du haut de ma science et de ma connaissance. Je vais me situer et je vais vous raconter à chaque fois où s'originent également mes convictions. Et je ne vais pas vous répéter l'histoire de mon rapport à la question palestinienne, qui a commencé, si j'ose dire, alors que j'étais en Israël depuis 1974, mais qui a commencé en 1979, le jour où j'ai eu, à côté de moi, le visage fermé de cette mère palestinienne et le visage effrayé de cette jeune fille. Et je suis retourné en me disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas là, à la place où je devrais être. Et donc, une manière de dire, voilà, nos convictions, surtout quand on est prof, surtout quand on est des chercheurs, oui, c'est bien de dire, oui, j'ai étudié, j'ai tout lu, j'ai tout appris, etc. Non, non. On est également, comme dirait Molière, pour être
chercheur, je n'en suis pas moins homme, c'est-à-dire j'ai eu aussi des expériences personnelles qui font que je réagis à cela et je pense que finalement il y avait une certaine modestie à dire voilà mes convictions, mes jugements, mes analyses, bien sûr que je les organise dans une réflexion à partir des documents, des sources, des textes que j'analyse, dont je fais le détail, dont je relate le détail, mais également à partir d'expériences strictement personnelles. Et au moins, il y a quelque chose d'honnête, de dire, voilà d'où ça vient de mes analyses, mais ça vient également de ces expériences, encore une fois, égrenées dans les ouvertures de chacun de ces chapitres. Alors, mon itinéraire, rapidement, pour en finir avec cette première partie peut-être un peu trop longue, c'est que je suis né en Algérie. Voilà. Et que mes parents, comment je vais le dire, qui étaient pour le FLN parce qu'ils étaient sionistes. Ah, compliqué ça. Ben non, mon père m'a expliqué bien sûr beaucoup plus tard, j'étais tout jeune à ce moment, de bébé, et il m'a dit, ben oui, parce que quand le général de Gaulle a dit « je vous ai compris », et que toute la population, pied noir comme on dit, juive ou non juive, a dit « ah, c'est formidable, ça y est, on reste en Algérie pour toujours », mon père, qui était déjà sioniste, avait dit à sa famille, la France ne restera pas plus en Algérie que la Grande-Bretagne n'est restée en Palestine. Et donc, qu'en 61, il n'attend pas les accords d'Évian, il n'attend pas, etc. Il dit, il était pharmacien, il vend sa pharmacie, et il part en Israël. Mais c'est un échec. C'est un échec parce que c'était la première génération de diplômés. Ses parents n'avaient pas fait d'études supérieures, ils avaient eu le brevet. Lui a fait des études de pharmacie à Toulouse, après la Seconde Guerre mondiale. Et arrivé en Israël, c'était une économie socialiste, dirigée, etc. On lui dit, tu vas être employé de pharmacie, tu vas utiliser un médicament. Et il dit, là, attendez, j'ai fait des études. Il avait déjà exercé en Algérie. Et donc, novembre 61, février 61, on arrive à Tel Aviv. Novembre 61, on repart, et plus en Algérie, puisque là, on était déjà dans le climat qui précédait les accords de Vienne qui sont de mars 62, et mon père dit on va en France. Et pourquoi je cite cela? Pas pour raconter l'histoire de mon père et la mienne, mais parce que imaginez, et c'est cette relativité ou ce relativisme-là que j'ai voulu pointer. Imaginez que mon père arrive à Tel Aviv avec ma mère, et on était à l'époque 2 enfants, qui trouve une pharmacie, qui s'installe à Tel Aviv. Aujourd'hui, je vous aurais parlé comme ça, parce que j'aurais eu un accent, n'ayant pas vécu en France, n'ayant pas été formé en France, et je n'aurais eu que quelques bribes d'éducation française. J'aurais peut-être entendu parler de Molière, mais je n'aurais pas eu la formation que j'ai eue. Et voyez, un accident de l'histoire, si j'ose dire. Il ne s'est pas intégré, il a estimé que voilà, ça n'allait pas bien tourner, et donc il est allé en France. Et moi, 61, j'ai à peine 2 ans. Bien sûr que quand je vais à l'école maternelle, ma langue maternelle, c'est pas l'hébreu, c'est la langue française, et ma formation intellectuelle. Alors c'est vrai, j'ai quitté la France à 14 ans, puisqu'après la guerre de Kippour, comme je vous l'ai dit, mes parents viennent en Israël. Et mais voilà, j'ai eu la chance d'être, comme on dit, précoce, d'être bon élève, m'intéresser, j'en parle un peu dans le livre, au théâtre, au cinéma, voilà, et d'avoir donc une solide formation culturelle et intellectuelle qui fait que, voilà, souvent les gens me disent quoi, t'es depuis 50 ans en Israël, tu parles français comme si tu n'avais jamais quitté la France. C'est vrai, parce que j'ai entretenu mon lien à la langue française, et que, j'ai envie de vous dire, un livre sur 2 que je lis, quand j'arrête de faire de la recherche, c'est un roman français, ou un roman que je lis en français, puis le deuxième, c'est un roman en hébreu, ou traduit en hébreu, parce que je suis devenu bilingue, biculturel, et que, voilà, ça m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà, et que c'est cette expérience-là qui fait que, quand on me demande, là j'en viens à la fin de cette première partie, sur quoi tu travailles? Voilà, si je dois définir ma carrière en une phrase, très simple, c'est en plus une figure rhétorique qui est toujours assez facile à retenir, c'est-à-dire quand
quand on permute les mots, pardon, c'est-à-dire que je suis spécialiste de la France en Israël et spécialiste d'Israël en France. Voilà. Si vous voyez ma bibliographie en hébreu, je publie, j'ai une collection où je fais traduire des chefs-d'œuvre de la pensée française. Le prochain qui va paraître, c'est Tocqueville, l'Ancien Régime à la Révolution. Un précédent, c'était la philosophe chrétienne d'origine juive Simone Veil, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que voilà. Et en France, Macron dissout l'Assemblée. Denis, explique-nous à la radio ou à la télévision pourquoi il dissout, qu'est-ce qui va advenir, etc. C'est quoi le LFI, etc. Et puis quand je suis en France, que je sois en France ou Israël, qu'importe, hein, on m'appelle aujourd'hui, les Zooms, les machins, c'est très facile. Explique-nous, Rafah, est-ce que Sinoir, qu'est-ce que ça va changer, l'élimination de Nasrallah, qu'est-ce que ça va changer ou pas, etc. Et donc mes travaux, une partie, c'est des travaux sur Israël, l'histoire du conflit, la société israélienne, et une partie de mes travaux, c'est sur la France, et notamment les intellectuels. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, comme j'ai du temps, un peu moins, parce que le lancement d'un livre, la promotion d'un livre, ça prend pas mal de temps, mais bon, c'est pour la bonne cause, voilà, vous voyez bien ce soir. Le prochain livre, je vais mêler les deux. Je vais écrire, ça va prendre encore un peu de temps, mais j'écris une histoire des intellectuels français de 1948 à nos jours dans leur rapport à Israël et à la question du conflit et de la Palestine. Voilà. C'est-à-dire je vais prendre de Sartre à Jean Genet, en passant par Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Deleuze, Bourdieu, je vais prendre tous les grands intellectuels, de gauche, de droite, les intellectuels d'extrême droite, les intellectuels protestants, catholiques, bien sûr les intellectuels juifs, en France, leur rapport à Israël. Donc pour une fois, je vais être sur les deux, et le spécialiste de la France et d'Israël va enfin être réuni, ce qui en général ne se posait pas, ou je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de le faire. Voilà pour mes travaux, voilà pour mon itinéraire, donc enraciné dans une double culture que je n'entends pas nier, grâce à cet accident de l'histoire qui fait que mon père, dans un premier temps, n'a pas réussi à s'intégrer en Israël comme pharmacien. Après, il est revenu en 1974, il a ouvert une pharmacie et il l'a conservée jusqu'à son départ à la retraite. Aujourd'hui, bien sûr, il est décédé. La vie en Israël. Écoutez, je reviens... et vous savez, c'est quelque chose de très important. J'ai presque envie de dire, si le monde était parfait, il faudrait que toute personne, tous les 7 ans, puisse aller ailleurs que là où elle vit. Voilà. Moi, j'ai eu 3 occasions de le faire, aux États-Unis et également en France, dans cette deuxième partie de l'année. Et c'est essentiel parce que ça vous permet d'avoir sur votre pays, donc mon pays Israël, un autre regard un peu décalé que celui que vous avez quand vous avez la tête dans le guidon ou les mains dans le cambouis et que vous n'arrivez pas à prendre de la distance. Et le fait, à 3 reprises, d'être loin d'Israël me permet d'avoir aussi sur Israël un regard, je pourrais dire aussi à cause de ma formation intellectuelle et culturelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je dois dire, et là, ça a l'occasion d'une seconde fois de remercier Youssef, lorsqu'il m'a fait cette confiance et m'a dit, écoute, ce serait bien qu'on refasse, que tu rempiles en quelque sorte, que tu reviennes enseigner, et qu'on s'est rendu compte que le premier semestre, la rentrée en Israël commence en novembre, alors qu'ici elle commence en septembre, donc ce qui fait que j'avais effectivement ces 2 mois pour pouvoir enseigner, et puis sur novembre, on a fini par s'arranger, mais tout de suite, et ça je le dis vraiment en signe de gratitude pour sa compréhension immédiate, la première chose que je lui ai dit, dès qu'on s'est rendu compte que je pouvais venir enseigner en septembre-octobre, et qu'en novembre on s'arrangerait, soit en Zoom, soit en faisant un voyage éclair pour faire les derniers cours, première chose que je lui ai dite, attention, le 7 octobre 2024, je ne serai pas ici. Je veux être en Israël. Je veux être parmi les miens. Comme je le dis dans le livre, je porterai, moi qui vis intensément les événements politiques de mon pays, je porterai, je le dis dans le livre, je ne sais pas si je le dis avec les mêmes mots, mais je porterai jusqu'à la fin de mes jours la douleur, la béance de ne pas avoir été aux côtés des miens. Quand je dis les miens, ce n'est pas que mes enfants, c'est mes concitoyens israéliens, juifs et arabes, le 7 octobre. Voilà. Je n'étais pas là-bas. Et d'ailleurs, je l'écris également dans le livre, ma première réaction
enfin une des premières réactions après le 7 octobre. Vous imaginez donc le nombre de journalistes avec lesquels j'avais travaillé, avec lesquels j'avais consenti de répondre à leurs questions, comme je l'ai fait depuis 5 ou 10 ans, qu'ils m'ont repéré. Quand ils m'ont écrit ou téléphoné par mail, par téléphone, par WhatsApp, je leur ai dit, c'est trop terrible ce qui se passe, je ne veux pas parler, je ne répondrai à aucune question, vous me laissez 1 mois de deuil. J'avais appelé ça le jeûne de la parole, c'est comme ça que je l'appelle dans le livre, le jeûne de la parole. Pendant 1 mois, je ne réponds, je parlais avec mes amis, avec ma famille, avec mes collègues, mais je ne réponds à aucune question de journaliste du 7 octobre au... Voilà. Et la première fois que j'ai intervenu, que j'ai intervenu, c'était, je crois, le 8 ou le 9 novembre. Parce que j'étais habité par l'événement. Et donc, je reprends, j'ai dit à Youssef, très bien, je viens en septembre, en octobre, mais attention, le 7 octobre prochain, 24, je ne suis pas là. Et tout de suite, il m'a dit, mais bien entendu, je comprends infiniment, et c'est pour ça que parce que je voulais être auprès des miens pour cette commémoration du premier anniversaire. Et ce que je voudrais dire, et je vais le dire assez brièvement, mais je pense que j'irai à l'essentiel. Et en étant bien conscient de casser un peu l'image, un peu réductrice, pas totalement injustifiée, mais néanmoins un peu réductrice, d'Israël. Et des Israéliens, pas d'Israël. Israël, c'est Netanyahou, Israël, c'est l'armée, ok. Moi, je parle des Israéliens, de mes concitoyens. Et là où, voilà, c'est une société assez méditerranéenne, j'ai presque envie de dire, voyons Zeyna, que Tel Aviv, c'est Beyrouth, ça se ressemble. La même joie de vivre, la Méditerranée, la corniche, tout ça se ressemble beaucoup. Et je suis revenu et j'ai trouvé une société triste. Des gens gris. Gris, pas au sens de la couleur de leur peau, au sens de grise mine. Voilà. Des gens inquiets. Je vais vous faire part de 2, 3 histoires personnelles. J'ai une cousine qui est mariée, qui a un enfant, un bébé. Je l'appelle, voilà, je suis là pour quelques jours, en attendant jusqu'au mois de novembre, etc. Comment ça va? Et elle me dit, ben voilà, on a 365 jours, 7 octobre, il a été rappelé le lendemain, le 8 octobre. Sur 365 jours, il a fait 250 jours de réserve. Et elle me dit, je fais partie des femmes heureuses qui ont la chance d'avoir leur mari démobilisé. Et tout le monde dit, bah, formidable, il n'a pas été tué, il n'a pas été blessé, tout va bien. Il me dit oui, si ce n'est que quand un homme fait 265 jours, enfin 250 jours sur 365, ben, c'est pas le même homme. Parce qu'il a une expérience de la guerre, qu'il a du mal à témoigner, qu'on a du mal à communiquer. Mon fils, qui a 4 ans, qui n'a pas vu son père pendant 250 jours, ça ne veut pas dire 250 jours d'affilée, il venait mais pour 24 heures ou 48 heures, eh ben, ils ont du mal à communiquer. C'est-à-dire me faire prendre conscience que, bien sûr que le pire, c'est la mort, c'est la destruction, mais que même quand on n'a pas été atteint, ni blessé, etc., il en reste des voilà. Alors peut-être que dans 1 mois ou dans 2 mois, quand je reviendrai, elle me dira, ça y est, enfin, il est revenu à lui-même, etc. Mais voilà des choses dont on prend en compte. Sans parler, bien entendu, des familles d'otages. Je suis allé quelque chose comme autour du 7 octobre, près des familles des otages, dont il faut bien comprendre, parce que ça aussi, on ne saisit pas tout. L'expression famille d'otages, elle veut bien dire ce qu'elle est. C'est des parents qui ont un enfant qui est retenu en otage par le Hamas depuis 1 an. C'est vrai, mais attention, pour la plupart de ces familles, elles ont déjà perdu le 7 octobre, qui un oncle, qui une tante, qui une mère, qui un neveu, qui un ami, qui un voisin, et de surcroît, leur maison a été calcinée, brûlée, il n'en reste plus rien. C'est-à-dire que quand on parle de ces familles d'otages, alors il y en a pour qui c'est leur fils soldat qui a été retenu en otage, et donc eux ils vivent toujours à Tel Aviv ou à Jérusalem ou à Haïfa,
et ont la douleur enfin, ils s'inquiètent pour le sort de leur enfant, mais pour les 3/4 d'entre eux, l'attente insupportable et l'inquiétude, l'angoisse sur ce qu'ils sont aujourd'hui, car on ne sait rien de ce qu'ils sont, en bonne santé, pas en bonne santé, émaciés, amaigris, tout ça on n'en sait rien, on n'a pas d'informations, il n'y a pas de Croix-Rouge qui parvient à faire son devoir pour récolter des informations, mais à cette expérience-là, qui en soi est déjà terrible, imaginez un de vos proches retenus en otage, s'ajoute le fait qu'ils ont déjà perdu un ou deux proches dans cette affaire, et que leur maison, c'est-à-dire qu'ils n'habitent même pas chez eux, dans une chambre d'hôtel ou recueillis par de la famille, etc. Et je dirais, pour terminer sur cet aspect personnel, je vais prendre un événement cette fois-ci public, la contradiction parlante entre la cérémonie officielle organisée par le gouvernement israélien, le 7 octobre, qui a été d'une part, alors, le lieu n'était pas un des kibboutz dont les noms ont fait le tour du monde. Qui connaissait Be'eri, Niroz, Kfar Aza auparavant? Personne. Ceux qui s'intéressent un petit peu ont retenu ces noms-là. Ce n'est pas dans un kibbutz qui a eu lieu, dans une ville, une petite bourgade, où il y a eu effectivement une trentaine de morts. Mais voilà, mais la ville elle-même n'est pas marquée bien sûr par cette épreuve, mais pas comme le sont les kibbutz, dans lesquels il y a environ 700 ou 800 habitants, et dont 100 ou 150 ont été assassinés. Donc vous imaginez, vous êtes un village de 850, il n'en reste plus que 650, les 150 autres ont disparu. Ce n'est pas la même chose quand vous avez une ville de 30 000 habitants dans laquelle il manque 40 habitants. Eh bien, ce n'est pas dans un kibbutz que la cérémonie a eu lieu, ça a été dans une de ces petites villes, Ofakim. Deuxièmement, redoutant les huées, les sifflets du public, il a été décidé que cette cérémonie se ferait sans personne. Et ce qu'on a appris la veille, et là c'était terrible, c'est que la cérémonie elle-même a été préenregistrée. C'est-à-dire que vous aviez affaire à l'événement, mais le plus artificiel, le plus superficiel, le plus déconnecté de la situation. C'est-à-dire que le discours de Netanyahou, le discours de trucs, etc., c'était préenregistré. Et on l'a diffusé à la télévision, et ça a été d'ailleurs un fiasco. Ça a été un bide, personne n'est allé écouter. Pourquoi? Parce que les familles des otages et des victimes, parce qu'il n'y a pas que les otages, il y a aussi les victimes, près de 1200, ont décidé d'organiser eux-mêmes, sous les auspices de la municipalité de Tel Aviv, d'organiser une cérémonie de commémoration, cette fois-ci où tout le public était invité, où des artistes qui ont refusé de participer à la cérémonie officielle ont en revanche accepté de chanter une ballade, une chanson triste en général, en la mémoire de ces 1100 victimes. Et je dirais que cette image-là, de deux événements qui ont lieu le jour même, pas au même moment, ça les familles avaient décidé, par respect pour la fonction publique, ou l'État, avait décidé de ne pas le faire au même moment. C'est pas à 2 heures deux cérémonies. Non, ils ont dit ok, vous le faites en fin de matinée, nous le ferons en soirée. Et bien entendu que la plupart des Israéliens ont assisté, alors, ou par télévision bien sûr, ou en allant sur place, à cette deuxième cérémonie. Et je dirais que cet événement-là, dont bien sûr on ne va pas parler en France, c'est pas un événement capital, mais voilà, j'avais voulu venir pour le 7 octobre et ça me paraissait significatif de dire voilà, je n'y suis pas allé pour rien, puisque j'ai pu me rendre compte de la division profonde de la société israélienne autour de cette commémoration. Voilà, si vous voulez, quelque chose, des choses vues, comme dirait Victor Hugo, de cette situation. Et je dirais, puisque voilà, il y a eu l'élimination de Nasrallah, il y a eu l'élimination de l'Iris Sinoir, je ne vais pas vous cacher, beaucoup de gens ont trinqué ce soir-là, on dit, voilà, bien fait pour eux, bien fait pour Sinoir, bien fait pour Nasrallah. Puis 24 heures après, c'est terminé. Plus personne ne pavoise, parce qu'on sait bien que ce n'est pas l'élimination d'un chef et d'un autre. On en est revenu en Israël de l'idée que toute la sécurité, rien que la sécurité, protégeait l'Israël.
Donc on est une société aujourd'hui, on dit traumatisée. Je ne suis pas psychologue et j'ai beaucoup de mal avec les catégories psychologiques ou psychanalytiques. Je ne sais pas si c'est une société traumatisée, mais c'est une société qui ne sait pas tellement où elle va. Et l'expérience, je vous raconte une dernière anecdote et puis je passe au livre, vous me direz combien de temps il me reste. La dernière expérience, donc le 5 octobre, j'avais pris un avion pour arriver à Tel Aviv, mais comme toutes les compagnies aériennes ont arrêté tous leurs vols, donc je suis arrivé de Paris à Athènes, ça c'était très facile, et puis j'ai dû attendre près de 15 heures pour que l'avion décolle d'Athènes pour Tel Aviv. Je devais partir le matin très tôt et je suis parti finalement le soir. Et on s'est retrouvés, on était près de 500 Israéliens, j'ai jamais vu des avions aussi grands. En général, c'est 300 passagers, là c'était près de 500 passagers, 50 rangées, 10 personnes par rangée. Et on s'interroge les uns les autres, on attend l'embarquement, on est déjà dans une salle, que ceux qui embarquent dans l'avion. Et j'ai envie de dire à l'israélienne, c'est-à-dire dans une sorte de bonhomie, voilà. Et on se dit les uns les autres, où tu vas, d'où tu viens. Alors l'un dit, moi je viens de Vienne, l'autre il dit, moi je viens de Barcelone, moi je dis, moi je viens de Paris, mais avant j'étais à Menton. Voilà, chacun il va de son histoire, et puis il y en a 3 qui disent, nous on vient d'Athènes, on était à Athènes. Et on continue l'échange en disant, et en fait comment tu t'es débrouillé? Alors, et je la fais un peu courte, ceux d'Athènes disent, nous en fait on a acheté une maison il y a 2-3 ans. Une résidence secondaire. Et là où il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans, on aurait dit, c'est sympa, c'est chouette, tu l'as payé cher, ça vaut combien, voilà. Un truc. Là, il y a une sorte de silence, comme des silences à la radio. Ça ne dure pas longtemps, mais je peux vous dire, il est intense. Et tout le monde s'est dit, tiens, lui, il a pris une bonne décision. Si ça tourne mal en Israël, il prend l'avion, 2 heures, et il arrive à Athènes. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote-là? Parce que, voilà, moi j'ai grandi en France, années 70-80, vous connaissez la phrase de Hegel sur le journal, c'est la prière de l'homme moderne. Donc moi, dès que je vois un journal, je le lis, voilà. Je fais mon cours ce matin de 8h à 10h, je descends, et sur la petite table à l'entrée, vous pouvez la voir d'ailleurs, il y a une petite table où la direction du campus met à la disposition des étudiants le Nice Matin, Le Monde et Le Figaro. Et donc, je les ai plus, je les regarde, je m'appesantis plus ou moins longuement sur les 3 journaux du jour. J'ouvre Le Monde. Il y avait effectivement une critique du livre d'Emily Green sur les fractures, je l'ai lu également. Mais il y a tout un article, une demi-page, sur les Israéliens qui, depuis le 7 octobre, ont quitté Israël pour la Grèce, en attendant que ça se passe, en attendant que ça aille mieux, et dont certains disent, on ne revient pas. Et aujourd'hui, je m'inquiète, alors d'abord pour une guerre sans fin, je m'inquiète pour le sort des Palestiniens, je m'inquiète pour le sort des Israéliens, mais je vois déjà que un bon nombre de mes compatriotes disent je n'y crois plus. Et je pense, encore une fois en pensant à Zeina, comme beaucoup de ces Libanais qui disent je n'y crois plus et donc je m'en vais. Et de voir que, c'était le 5 octobre, donc il y a 2-3 semaines, c'est pas tant de dire nous avons une maison en Grèce, mais du silence qui disait tiens, lui, nous c'était des vacances, enfin, moi c'est pour travail, mais en gros, voilà, on est des nomades. Eux c'est un nomade, mais qui a déjà un port d'attache. Et je me suis dit, tiens, et voilà, et que je trouve cet article du Monde, et je dis, il y a, et ça, alors c'est pas souterrain, puisque voilà, un article du Monde en parle, mais voilà, ce sont des phénomènes dont on ne parle pas beaucoup. Je vous ai parlé de cette cousine qui me dit, je ne retrouve pas mon mari. Je m'inquiète, je ne sais pas ce qui va se passer. En Israël, les femmes vont travailler à hauteur de 80%. Enfin, je veux dire, donc où on place son enfant, son bébé, etc. Parents, beaux-parents, voilà. Donc une société qui est un peu déboussolée. Quand bien même, attention,
le rapport de force lui est favorable, elle est vainqueur militairement, etc. Mais vous savez, il faut faire la distinction entre le plan politique, militaire, stratégique, etc. Et encore, hein, j'ai dit, on élimine un, on élimine l'autre, mais on ne voit pas la victoire diplomatique, la victoire totale dont parle Netanyahou, et on ne sait pas comment cette histoire va se terminer. Et elle pourrait, je ne sais pas, se terminer par la destruction d'Israël, mais se terminer par une société qui ne sait pas où elle va, et qui se dit, mais attends, la vie humaine, elle ne dure pas longtemps, et je vais la vivre dans une guerre permanente. Et j'entends des jeunes. Vous savez, après le service militaire, les jeunes Israéliens, moi, mon fils, il devait terminer en décembre, on a rallongé ça de 4 mois parce que la loi l'autorise, compte tenu du conflit. Et il m'a dit, moi, 1er mars, premier billet, je me tire en Inde, en Chine, en Amérique latine. C'est les 3 destinations privilégiées des jeunes Israéliens une fois qu'ils ont terminé leur service pour se laver la tête, et à plus forte raison après cette année-là. Et voilà, je terminerai sur une conversation que j'ai eue avec mon épouse, voilà, il y a quelques jours, avant d'arriver. Et on s'est posé une question toute bête. Et ma fille aînée, notre fille aînée a 29 ans. C'est la première fois qu'on s'est posé la question, qui de nos 4 enfants va rester en Israël? Et on s'est fait l'hypothèse que 2 d'entre eux pourraient décider de ne pas rester. 2 d'autres, on s'est dit non, eux, ils resteront. Alors, quand vous comprenez et saisissez ce que représente l'État d'Israël pour les Juifs, y compris de la diaspora, mais surtout les Juifs qui vivent en Israël, c'est la dernière étape. C'est ce que j'appelle en anglais « one-way ticket ». 2000 ans, on a circulé partout dans le monde, on arrive en Israël, maintenant, c'est définitif. Et qu'on se retrouve pour la première fois depuis donc 29 ans, puisque j'ai des enfants, mon aîné a 29 ans, et qu'on se pose cette question qu'on ne s'était jamais posée. Qui va rester? Pas parce que, à cause de la carrière brillante que l'un va faire, ça... non, non. Qui va décider de ne pas rester parce que l'horizon est bouché? Ben, on s'est dit que peut-être 2 d'entre eux ne le feraient pas. Voilà. Et je dis ça, attention, que ce soit clair, parce que je ne viens pas faire pleurer Margot, je ne viens pas vous demander de vous apitoyer sur le sort des Israéliens. Bien entendu que le sort des Palestiniens de Gaza est sans commune mesure en termes de destruction, en termes Voilà, j'ai des amis en Cisjordanie avec lesquels je travaille, avec lesquels je maintiens un dialogue à peu près soutenu, qui ont été d'ailleurs, je tiens à vous le dire, parmi les premiers à nous écrire au lendemain du 7 octobre. De Ramallah, de Naplouse, nous disant comment vont les vôtres, comment va votre famille. Ça existe. Voilà. Et donc, on se dit... Donc, je parlais avec l'un d'entre eux, justement, une de celles qui nous avait écrit le lendemain du 7 octobre, et je lui dis comment ça va, et elle me répond, ben, j'ai 25 personnes de ma famille qui sont mortes à Gaza. 25. Alors, Dieu sait comme toute l'empathie et toute la solidarité, toute l'émotion que j'ai pour les miens qui ont disparu et dans des conditions violés, torturés, tués à bout portant, etc. Ben voilà, témoignage d'une femme que je connais et qui me dit, ben voilà, il nous apparaît, c'est pas complètement établi, mais que 25 personnes de ma famille ont été décimées. Donc vous voyez bien que je ne suis pas en train de vous raconter ce que je vous raconte d'Israël pour vous dire, allez, on peut oublier la douleur. Non, non, non. J'ai presque envie de vous dire, avant de parler du livre, et encore une fois, vous me direz combien de temps il me reste, j'ai envie de vous dire, bon, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, cesser le feu. Bon, voilà. On va imaginer dans un point X. Certains vont vous dire, en fonction de l'élection du mois de novembre prochain, je vous dirai combien de temps ça va durer. Si c'est Trump qui passe, ça peut durer encore longtemps. Si c'est Kamala Harris, ça s'arrêtera le 21 janvier. Je le dis de manière un peu ferme, après vous verrez si j'ai eu raison ou pas. Mais le fait est que
je me dis, ok, on va arriver tôt ou tard à cette phase de transition où les armes vont cesser peut-être de parler, en Iran, au Liban, et à Gaza et en Cisjordanie. Peut-être. Je n'affirme rien avec certitude. Et je me dis à ce moment-là, quel sera votre rôle? Et quand je dis votre rôle, je parle de l'opinion publique internationale. Et dans l'optique de l'approche que je défends, que je pourrais définir d'un mot qui est une approche anti-manichéenne. Il n'y a pas le bien et le mal, les bons et les méchants. Ou si vous voulez, les méchants ne sont pas aussi méchants que l'on croit et les bons ne sont pas aussi bons que l'on croit. Quel que soit ce que vous pensez, considérez comme bon ou que vous considérez comme méchant. Pourquoi? Parce que, au-delà, et c'est ce que j'ai un peu fait aujourd'hui, enfin ce soir, au-delà des gouvernements, des leaders, Sinoir, Nasrallah, Netanyahou, vous avez des gens, des personnes qui se lèvent tous les matins pour aller au boulot. Vous avez des gens qui n'ont plus de maison où retourner. Vous avez 60 000 Israéliens qui, depuis un an, ne vivent plus dans le nord du pays, mais sont repliés dans des chambres d'hôtel, là, dans leur famille, etc. Et encore une fois, je ne veux pas faire de hiérarchie dans les douleurs. Elle existe, cette hiérarchie. Mais voilà, des gens payent dans leur vie quotidienne, ne dorment pas la nuit. Alors, je veux dire, s'il y a je parlais d'Israël tout à l'heure et des difficultés, vous savez, les jeunes, quand on leur fait des conseils d'orientation, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Moi, je dirais, si j'étais conseiller d'orientation, faites des études de psychologie, on en aura besoin. Parce que le nombre de traumatisés, le nombre de gens qui vont mal, qui consomment des somnifères, etc. Et encore une fois, ce n'est pas que les Israéliens, et tout le monde. Chacun à sa manière, chacun à son degré. Et c'est là où je dis que si nous atteignons cette phase de transition où les armes auront cessé, et que tout l'enjeu sera alors comment on transforme un cessez-le-feu en traité de paix, parce que en fait, c'est ça qu'on n'a jamais réussi à faire. Sauf avec l'Égypte, sauf avec la Jordanie. Mais on n'a jamais réussi pour l'ensemble, pour le Liban, pour la Syrie et pour la Palestine notamment, à transformer un cessez-le-feu en traité de paix. Et là, je pense que votre rôle, au sens général du terme, les opinions publiques, sera, je vais le dire de la manière suivante, autant que faire se peut, d'essayer de parler autrement que chacun d'entre vous parlait le 6 octobre. Que vous soyez pro-israélien ou que vous soyez pro-palestinien. Si c'est le test, on peut ne pas me suivre. Mais si, au moment de cette... Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la guerre par des mots ou par des armes. C'est pas le même combat, mais c'est le complément du combat. Si ici on ne porte pas les armes, eh ben les mots seront des armes. Et on va dire génocide, et on va dire apartheid, et on va dire, etc., et on va dire terrorisme, etc. Mais si on atteint cette phase, donc actuellement je ne demande rien à personne, on est encore dans la phase où chacun pense que, je vais le dire de manière un peu forte, un peu provocatrice, que le conflit israélo-palestinien, c'est un match de foot, et dans un match de foot, vous êtes ou pour le PSG, ou pour l'OGC de Nice, ou pour Monaco. Et même si l'équipe, elle joue mal, vous êtes avec votre équipe, et les autres, c'est des enfoirés. Simplement, le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas un match de foot. Même s'il y a 50-0, voire même, 2000 contre 40 000, si on prend le nombre de morts. Mais si on atteint cette phase de cessez-le-feu, là, notre responsabilité, je dirais, universelle. Maintenant qu'il a été prouvé à la face du monde entier que ce conflit, ce n'est pas un conflit marginal, que ce conflit, ce n'est pas un conflit de faible intensité, que ce conflit a le potentiel d'embraser le monde, que ce conflit peut conduire à une folie destructrice. Et ça, c'est déjà vu. Celle du Hamas, le 7 octobre, celle de l'armée israélienne, dans le prolongement du 7 octobre.
si on ne saisit pas cette occasion, au moment où il y aura un cessez-le-feu, pour dire attention, et je vous livre ce test, je vous livre ce critère, après vous en ferez ce que vous voulez. Vous demandez si vous parlez d'Israël, si vous êtes pro-israélien, ou de la Palestine, de la même manière que vous en parliez le 6 octobre. Si vous en parlez de la même manière, si vous parlez de la Palestine et d'Israël de la même manière que vous en parliez le 6 octobre, ça veut dire que l'événement n'a eu aucun impact sur vous. Parce que si on veut que ça réussisse, si on veut passer d'un cessez-le-feu à un traité de paix, on a besoin de gens qui soient pro-palestiniens, mais qui disent « j'entends la revendication d'Israël et son droit à l'existence ». Et si on est pro-israélien, on devra se dire, à partir de cette période-là nouvelle, cette période de transition, je suis pro-israélien, mais j'entends le droit des Palestiniens, après 75 ans, à une indépendance, à une liberté, à une sérénité qu'ils méritent autant que nous. Et ça demande à chacun de balayer devant sa porte. Je n'ai pas dit, si on était pro-palestinien, de devenir pro-israélien, c'est absurde. Je n'ai pas dit, si on est pro-israélien, de devenir pro-palestinien, c'est absurde. Mais d'introduire un tout petit peu, dans sa sensibilité pro-palestinienne ou pro-israélienne, un petit peu de « je veux être sensible aux droits des gens », qu'ils s'appellent israéliens ou qu'ils s'appellent palestiniens. Si ce n'est pas ça, si les élites qui nous dirigent, les princes et les présidents qui nous gouvernent ne le comprennent pas, alors on va vers une catastrophe plus rapide, moins rapide, des 7 octobre à répétition, des destructions à répétition. Et je vais vous dire pourquoi, et ce sera mon dernier mot là-dessus. Parce que on n'aura au final que, faute de pouvoir se parler, faute de pouvoir négocier, on n'aura que la violence. Et sachez toujours, dans l'histoire, quand un événement d'une ampleur sans précédent a eu lieu, on est hanté par la perspective de son retour. Quand en Israël on a connu le 7 octobre, à partir de maintenant, les Israéliens seront hantés par la perspective qu'un nouvel 7 octobre se reproduise. Et quand les Palestiniens ont connu les destructions massives d'écoles, d'hôpitaux, de mosquées, les morts par dizaines de milliers qu'ils ont connus, alors ils peuvent, à bon droit, redouter que cela se reproduise. Et donc, d'où notre responsabilité. Je prends 5 minutes pour parler du livre, et parce que ça me permet, alors je ne vais pas revenir sur la dimension personnelle qui ouvre chacun des chapitres, j'en ai longuement parlé, un mot là-dessus, parce que c'est exactement dans l'esprit que j'ai défini là jusqu'à présent. J'ai appelé ce livre « L'impossible est anormal », pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais un titre dont on ne puisse pas dire « Ah, il est pro-israélien » ou « il est pro » ou « il est anti-israélien ». Voilà. Parce qu'en général, les titres des livres publiés en français sur Israël, on devine dès le titre si on est pour ou on est contre. Là, j'ai dit « L'impossible est anormal ». Il veut être un état normal, il ne l'est pas. C'est impossible, dans les circonstances présentes. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est que je voulais, comme c'est un tout petit peu dur à prononcer, je suis sensible au fait que c'est un peu dur à prononcer. Je vois d'ailleurs quand les journalistes m'interrogent. Alors, vous avez écrit l'Israël, voilà, ça. Pourquoi je l'ai fait? J'étais très sensible à ça, parce que moi-même j'ai hésité en me disant, mais attends, c'est un peu dur à prononcer, l'impossible est anormal. Pour que parfois la langue fourche et qu'on puisse dire, Israël, le possible est anormal. C'est-à-dire qu'on puisse parfois, en disant l'impossible est anormal, qu'on puisse dire, mais il pourrait être un état normal. Et à quelles conditions? Et le propos du livre, puisque je vous l'ai dit, je l'ai commencé 7 juillet 23, c'était 3 mois avant le 7 octobre.
Même si, bien entendu, encore une fois, chaque chapitre, je l'évoque. Je l'ai écrit parce que, et ce sera les mots, parce que ma conclusion, et vous me poserez des questions si vous en avez le temps, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, donc je n'ai jamais de montre, pour vous dire, faire une confidence, et mes élèves le savent, je mets un réveil en cours. C'est-à-dire, j'ai cours de 8h à 10h, je mets un réveil à 9h55, et je dis, dans 5 minutes, je termine la classe, parce que je regarde jamais la montre. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et là, je n'ai même pas pris mon... donc voilà. Retournons au sujet. Quand on prononce le mot d'indépendance, concernant Israël, on pense tout de suite à la déclaration d'indépendance, c'est le texte fondateur proclamé par Ben Gurion le 14 mai 1948, et on pense également à guerre d'indépendance. Mais moi, je prends le sens d'indépendance au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire, pour moi, l'indépendance, et je préfère indépendance à autonomie, pour moi, l'indépendance, et là, je dirais par rapport à une histoire juive de 2000 ans, histoire d'exil et de diaspora, de persécution qui culmine avec l'antisémitisme et la Shoah. Pour moi, la raison pour laquelle, si vous me demandez pourquoi je vis en Israël, alors que je n'y suis pas né, et que j'y suis arrivé donc avec mes parents, la raison profonde, je ne parle pas de la raison sociale, matérielle, j'ai un poste à l'université, etc., j'ai une stabilité d'emploi, bien sûr qu'il y a tout ça. Mais la raison profonde, la raison, si vous voulez, philosophique, qui explique pour moi pourquoi je suis en Israël, c'est que, pour moi, l'indépendance, c'est le stade ou l'étape à partir duquel vous êtes définitivement comptable et responsable de vos erreurs et de vos fautes. C'est-à-dire que quand on est dépendant, vous n'êtes pas responsable, parce que vous êtes sous une dépendance. Je suis indépendant en tant que juif, en tant qu'israélien, ça veut dire que je me place dans une disposition d'esprit où j'assume tout ce qui se fait en mon nom. L'hécatombe à Gaza, les implantations, la colonisation en Israël, etc. Et je ne me réfugie pas en disant, et c'est ça le propos du livre, quand je dis l'impossible est anormal, vous pourriez penser que la réponse, quand on fait un livre, quand on fait un ouvrage scientifique, on s'oppose toujours à une thèse qui existe. Sur la question pourquoi Israël n'est pas un État normal, la réponse convenue, consiste à dire parce qu'ils ont un conflit qui dure depuis 75 ans, et que quand on a un conflit qui dure depuis 75 ans, on ne peut pas fonctionner normalement. J'examine le dernier chapitre, la part du conflit dans le caractère anormal de l'État d'Israël. Mais ce que je fais dans les chapitres qui précèdent, c'est d'examiner où est notre responsabilité dans le fonctionnement pas normal de l'État d'Israël. Et là, je précise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'est-ce que ça veut dire un État normal? Un État normal, pour moi, ce n'est pas anormal au sens clinique, psychologique du terme, c'est un État aux normes de la démocratie. Et c'est pour ça que, pour vous donner un dernier exemple, je vous donne les titres des chapitres. Une démocratie sans constitution. Tiens, pourquoi Israël, qui est une démocratie, n'a-t-elle pas de constitution? Quel rapport ça a avec le conflit? Est-ce que c'est à cause du conflit qu'on n'a pas de constitution? Un territoire sans frontières. Pourquoi Israël ne déclare-t-elle pas quelles sont ses frontières? Une nation sans citoyenneté. La complexité de la citoyenneté à l'israélienne, qui n'est pas exactement calquée sur le modèle de la citoyenneté qui existe en France ou ailleurs. Donc, parce que j'ai cette philosophie-là qui consiste à dire, avant de balayer devant la porte des autres, je balaye devant la mienne. C'est-à-dire, avant de dire « Ah, c'est la faute des autres », parce que pour moi, le passage de la diaspora à Israël, c'est ça. On est un juif en France, on peut dire « C'est la faute de Pétain », c'est la faute de Macron, c'est la faute de tel ou d'un tel.
quand je suis en Israël, c'est la faute d'un leader qui appartient à mon peuple. De Ben Gurion, en passant par Netanyahou, en passant par Sharon, Rabin, etc. Et voilà pourquoi je tiens à l'État d'Israël, parce que c'est l'espace politique dans lequel j'assume complètement que tout ce qui se fait en mon nom. Et je vais finir, je le dis un peu dans le livre sur cette forme-là, ce sera une belle manière de conclure. Je dis, j'ai le patriotisme à l'envers. C'est l'expression que j'emploie. Et je dis plus précisément, on n'appartient vraiment qu'au pays dont on peut rougir. On n'appartient vraiment qu'au pays dont on peut rougir. C'est-à-dire que Poutine, il fait ce qu'il fait, etc. Je ne rougis pas, moi, de ce que fait Poutine. Ce n'est pas moi qui suis impliqué. Je condamne, bien sûr, je déplore, je sais les pétitions qu'il faut, etc. En Israël, c'est moi qui... Toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement, elles m'impliquent, elles m'assument. C'est parce que je peux rougir de l'État d'Israël que je sais que je suis profondément israélien, on va dire plus que je ne suis français, même si, bien sûr, je détiens la nationalité française, puisqu'on ne la perd pas, même si on émigre dans un autre pays. Et c'est pour moi ça le sens d'Israël ou la signification d'Israël. Un État dans lequel les Juifs ne sont plus victimes, même si elles ont pu l'être le 7 octobre, mais elles sont actrices de l'histoire, même si l'histoire que mes concitoyens écrivent et que j'écris avec mes concitoyens n'est pas toujours faite des pages que j'aurais souhaité. Mais c'est le sort et c'est le lot qui est le mien, et c'est comme ça que je suis reconnaissant, une fois de plus, parce que tout ce que je vous dis là, et c'est pour ça que j'ai remercié autant de personnes. Regardez mes autres livres, vous ne verrez pas de remerciements, ou alors une ou deux personnes, quelqu'un qui m'a relu, etc., mais pas plus. Parce que ce livre est fait précisément parce qu'une partie est écrite à la première personne. Ce livre est fait de ces conversations que j'ai eues avec, je ne sais pas, une cinquantaine, je ne sais pas de compter, mais une cinquantaine de personnes avec qui j'ai discuté, et on va finir par là, dont les étudiants de Sciences Po qui m'ont permis, moi je revenais de cours et je notais des questions qu'ils m'avaient posées, des témoignages qu'ils avaient apportés, et ça, écrire un livre, pour finir sur la singularité de ce livre, qui est beaucoup plus, je dirais, avec tout ce qu'il y a de réflexion personnelle, mais qui est beaucoup plus le produit de conversations que j'ai eues avec ces personnes-là, même si je ne les cite pas, dans le corps du texte, je ne dis pas, j'ai parlé avec un tel, il m'a dit ça. Mais j'ai intériorisé, j'ai intégré, et le résultat, c'est cet Israël, un possible état normal, dont j'espère qu'un jour il deviendra un possible état normal. Voilà, je vous remercie, j'ai peut-être été trop long, vous allez me dire combien de temps il reste, mais en tout cas, merci de votre attention. C'est sans doute plus que 45 minutes, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, Denis Charvit, pour ce témoignage très, très fort. Le campus ferme à 20h30. Il faudra que nous sortions de cette salle à 20h25. Donc si on arrive à avoir des questions jusqu'à 20h25, on pourra rester jusqu'à 20h25. En tous les cas, nous avons un micro et celles et ceux qui souhaitent s'exprimer, je peux leur amener. C'est comme vous le souhaitez. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Non, en fait, je vais vous l'apporter parce que vous savez pourquoi. On le filme, oui. Voilà, c'est ça. C'est parce que c'est enregistré, donc c'est plus simple quand on a le replay ensuite. Je vous remercie. Alors, vous le présentez comme très personnel, enfin très marqué par votre histoire personnelle, ce que j'entends très très bien. Mais le problème, c'est que justement, je n'entends pas votre conviction à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites deux mots qui se suivent, mais je ne sais pas dans quelle direction va votre conviction. Vous dites les implantations, la colonisation.
Alors, les implantations ou la colonisation, selon votre conviction ou selon vos analyses, par exemple, ça c'est la première question que j'aurais à vous poser. Et la seconde question, c'est lorsque vous vous adressez à l'opinion publique, on dirait que tout a commencé à partir du 7 octobre. Or, l'opinion publique s'est déjà manifestée avant le 7 octobre, alors qu'il n'y a pas eu encore ces interventions militaires à Gaza. En l'occurrence, par exemple, le fait de taxer Israël d'État d'apartheid. Donc, comment peut-on espérer qu'après le 7 octobre, après cette guerre qui n'est pas la première vécue par Israël, Israël n'a connu, comme vous l'avez dit, que des moments de paix très relative, avec beaucoup de guerres défensives ou de guerres d'anticipation dans la perspective justement d'éviter l'agression. Pourquoi y aurait-il quelque chose de nouveau par rapport à l'opinion publique qui n'a pas attendu cette guerre particulière pour avoir des positions sur Israël qui ne sont pas objectives? Merci, c'est une bonne question. Alors, elle me surprend parce que... Enfin, elle me surprend, pas du tout péjorative, elle me surprend parce que tout le livre, chaque chapitre du livre, je remonte tout le... Comment dirais-je, tout le mécanisme qui commence fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Donc s'il y a bien une position qui n'est pas la mienne, c'est celle qui consiste à dire le conflit a commencé le 7 octobre, bien entendu. Je parle de fameux contexte qui a été beaucoup évoqué, les déclarations de Gutiérrez, etc. Et je crois analyser, je réussis ou non, les lecteurs me le confirmeront ou l'affirmeront, c'est-à-dire que bien entendu que je vous donne ma position là-dessus, je vais la résumer d'une phrase parce que je voudrais qu'il y ait beaucoup de questions et je comprends que le temps est limité. Sur cette question du contexte, je dis bien entendu que aucune action humaine ne se déroule en dehors d'un contexte qui le précède. Voilà. Et je dis donc, pour résumer le propos, je dis en fait, toutes les actions humaines, bonnes ou mauvaises, indépendamment même du conflit. En gros, c'est 50% le contexte, 50% sa conscience individuelle. Et comme je suis formé en France, même si ça remonte à loin, mais je n'ai pas oublié cette leçon-là, je termine en disant, et ce n'est pas une pointe d'ironie, je dis, comme je crois beaucoup à la conscience individuelle, c'est 51% la conscience individuelle, 49% c'est le contexte. Et je pense, en ayant dit cela, tout expliquer. C'est-à-dire que je ne nie absolument pas, au contraire. Et c'est intéressant parce que j'ai eu un entretien avec Didier Fassin, publié dans Libération, et j'entends ça très souvent. Alors, pour vous, les Israéliens, le conflit a commencé le 7 octobre. Quoi ? Le conflit a commencé le 7 octobre, mais vous rigolez. Le conflit, il a commencé au début des années 20. Allez dire à un Israélien, le conflit a commencé le 7 octobre, il va vous regarder comme ça. Cependant, parce que moi j'aime bien faire de la concession, je dis une chose, et puis après je rétropédale. Pourquoi je rétropédale ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et le 7 octobre, donc le massacre de masse du Hamas, et le 8 octobre, les bombardements israéliens et ce qui a suivi, ni les uns, ni les autres, en un siècle de conflit, n'avaient jamais fait cela. Je le dis même dans le livre, le Fatah aurait été incapable de commettre le massacre de masse du 7 octobre. Ils auraient pris des otages, ils auraient tué, vous savez, des attentats en Israël, il y en a eu des milliers. Mais il n'y avait pas ce qui a accompagné. Les viols, les tortures, les femmes enceintes, voilà, tout ça, il n'y avait pas. On envoie une bombe dans un bus, pof, ça explose. Bon, c'est terrible, il y a 50 morts, il y a 20... Dans mon précédent livre, Israël et ses paradoxes, je dis, à propos des attentats, je dis, vous savez, le Bataclan, en Israël, on n'a jamais eu un attentat de l'ampleur du Bataclan.
En France, vous avez connu un attentat en termes de pertes humaines. Jamais aucun attentat n'a jamais fait 173 morts, si je me trompe. Hein. Jamais. Et de la même manière, Israël, qui a fait la guerre en 1948, qui a fait la guerre en 1967, qui a conquis des territoires, qui a relâché des territoires, qui a mené des opérations militaires, je les connais, en 2006, en 2009, en 2011, en 2014, en 2022. Et il y avait des morts civiles, disproportionnées. Pas la première fois qu'on parle de disproportion. Mais jamais d'une ampleur pareille. Jamais d'une ampleur pareille. Jamais Israël, dans une guerre qu'elle a menée, n'a tué 40 000 personnes. Allez, on va dire qu'il y a 10 000 combattants du Hamas, 30 000 civils. Jamais. Aucune guerre. Donc si je prends le 7 octobre et le 8 qui suit, et je dis d'ailleurs toujours, il ne faut pas simplement tirer la leçon du 7 octobre, il faut tirer aussi la leçon du 8 octobre. Le 8 octobre étant la réaction israélienne. C'est pas du tout pour dire tout a commencé le 7 et avant tout était bien et c'était formidable, etc. C'est pour dire, là, on a franchi des deux côtés, chacun à sa manière, chacun avec ses proportions. Il ne s'agit pas de les renvoyer dos à dos, c'est peine perdue, si on commence à renvoyer dos à dos les uns et les autres. Mais c'est pour dire, chacun a franchi des lignes rouges. Et, je vais dire, pour dernière phrase, parce que vraiment je voudrais écouter d'autres, vous laisser poser d'autres questions, je reconnais, jusqu'à ce jour, hein, j'ai mes faiblesses, voilà, je n'ai jamais compris, jusqu'à ce jour, pourquoi il était difficile pour de grands intellectuels, Didier Fassin, avec laquelle j'ai eu l'occasion de discuter pendant 2 heures et demie, pourquoi il était difficile pour des intellectuels qui se déclarent, et je les... Voilà, je suis tout à fait, ça me paraît tout à fait normal, qui se déclarent intellectuels pro-palestiniens. Quelle difficulté y avait-il à dire la cause palestinienne est juste, les Palestiniens sont des opprimés, sont des colonisés, mais ce massacre du 7 octobre est une tache dans l'histoire du mouvement national palestinien. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel leur serait-il tombé sur la tête? Ils auraient été exclus de la cause palestinienne parce qu'ils auraient dit « ça ne va pas ». Et de la même manière, pour des gens qui sont pro-israéliens, qui se définissent comme tels, intellectuels ou non, quel est le problème de dire « Israël a le droit à exister », mais Israël n'a pas le droit d'enfreindre, dans cette ampleur-là, le droit international, le droit de la guerre, et n'a pas... comment dirais-je, mener la guerre comme on voudrait ou on espérerait qu'elle doit être menée. Et on est, pour ça, on est traître à la patrie parce qu'on aurait dit ça? Non. Et c'est, j'ai envie de vous dire, pour terminer là-dessus, ce qui m'a... Et là, je reconnais que j'ai eu, pour le coup, une certaine chance d'être ici en France et aux États-Unis auparavant, en pensant aux intellectuels, puisque je travaille sur les intellectuels, pour mon prochain livre, c'est de me dire, bon Dieu, alors on n'a rien appris de cette fameuse histoire des, ce qu'on appelait les compagnons de route, des intellectuels brillants, Romain Rolland, André Gide, André Malraux, qui ont soutenu l'Union soviétique aveuglément, et qui n'ont pas pris ça, Gide l'a pris à un moment, hein, Malraux aussi, mais qui ont aveuglément soutenu une cause. On n'a rien appris. Nous, les intellectuels, on n'est pas capable de dire « je soutiens telle cause, mais attention, là, je ne vous suis pas », sans pour autant remettre en cause son identification à la cause. Quel est le problème? J'ai envie de vous dire, où est le problème? Vous, ceux qui font ce travail-là, qu'ils soient pro-israéliens ou pro-palestiniens, vous savez ce qu'ils font? Ils importent le conflit au lieu d'exporter leur solution. C'est tout le malheur. Et là, on est dans le conflit, on est dans la guerre, tout le monde pense que quand il y a la guerre, tout ce qu'on doit faire, c'est de soutenir un camp et de se la fermer. Ah, il ne faut surtout pas parler de Netanyahou, quand on est pro-israélien. Ah, il ne faut surtout pas mettre en cause le moindre truc, parce qu'il ne faut pas condamner le Hamas. Ou alors dire, je condamne le Hamas, et puis après, terminer.
Mais moi, je m'en fous, moi, qu'on condamne le Hamas. C'est pas ça le problème. Parce que le cœur, c'est quoi? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pour une raison très simple. C'est parce qu'il y a autant d'Israéliens et autant de Palestiniens qui ne sont pas convaincus que chaque peuple a droit à son existence souveraine. Donnez-moi des Palestiniens en masse et des Israéliens en masse qui disent « on n'est pas d'accord, on s'est mené un conflit difficile, mais tu as le droit d'exister sur cette terre et elle t'appartient autant qu'à moi ». Au lieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on s'envoie à la gueule? Moi, j'envoie l'histoire, la terre promise, l'antisémitisme, la Shoah, la Nakba. Voilà, je fais un cours là-dessus. Ça s'appelle Narratives and Uses of the Past. Comment on utilise le passé, pourquoi? Pour faire la guerre, pour continuer à armer les uns et les autres, et à haïr l'autrui, à vouer aux gémonies l'adversaire, que ce soit l'adversaire israélien, que ce soit l'adversaire palestinien. Moi, très sincèrement, ça m'épuise. Ça m'épuise de me rendre compte que tout ce qu'on sait faire dans le débat public autour de cette cause-là, c'est de dire, comme l'équipe de football, je soutiens les uns, je soutiens les autres, et aller voir ailleurs, c'est terminé. Si on continue comme ça, le conflit durera jusqu'à... Et ce sera la loi du plus fort. Une fois ce seront eux, une fois ce sera nous, et ce sera plutôt nous qu'eux, et encore on n'en sait rien. C'est pas comme ça qu'on bâtira. Les enfants de Palestine et les enfants d'Israël méritent qu'on établisse la paix. Pourquoi? Pour 10% du territoire, 20% de territoire. Mais c'est quoi ce réflexe de propriétaire? Non mais franchement, quand j'y pense, mais les bras m'en tombent. Et je n'aurais pas dit ça avant le 6 octobre, avant le 7 octobre. Mais là, quand je vois l'ampleur de la haine, l'ampleur du mépris, l'ampleur de l'un a tous les droits, l'autre n'a aucun droit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des gens qui viennent, qui soient pro-israéliens, pro-palestiniens, et qui viennent me dire les Palestiniens ont tous les droits, les Israéliens n'en ont aucun. Ou inversement, les Israéliens ont tous les droits, les Palestiniens n'en ont aucun. Aux uns, on leur dit « From the river to the sea » en hébreu, et aux autres, on leur dit « From the river to the sea » en arabe. Je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Et je vais même vous dire plus, j'en veux plus au From the River to the Sea en hébreu parce qu'il est une réalité. Alors que le From the River to the Sea en arabe est un fantasme. Mais ce n'est pas parce que c'est un fantasme qu'il n'est pas mortifère. Je crois que j'ai été clair maintenant, j'espère en tout cas. Merci professeur pour votre explication rationnelle et enthousiaste. J'avais une question, en fait j'en ai deux, je vais être rapide. Dans un récent entretien au Monde, vous avez dit que en fait, le problème il n'est pas tant de la surpuissance des suprémacistes religieux que de la faiblesse en fait de ceux comme vous qui veulent la paix. C'est vrai. Comment vous expliquez depuis finalement la paix qui avait été menée par Yitzhak Rabin, et on voit là aussi l'influence du poids des militaires, et des militaires raisonnables. Comment on peut expliquer l'affaiblissement, l'émiettement de cette société civile qui, du côté israélien comme du côté palestinien, souhaite la paix? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, peut-être un peu plus banale, que pensez-vous justement de la dénomination d'un État d'apartheid quand on parle d'Israël? Est-ce qu'on est dans le juste ou non? Merci. Merci. Je vais essayer d'être bref, mais répondre à votre question. Oui, je dis effectivement, ce qui me désole en Israël aujourd'hui, c'est l'affaiblissement de cette société civile qui pourtant, de janvier à septembre dernier, janvier 23 à septembre 23, a démontré comment elle était capable de résister à une tentative d'OPA pour transformer la démocratie israélienne en démocratie libérale, en supprimant les prérogatives de la Cour suprême. Et ce combat a été gagné provisoirement, l'histoire n'est pas terminée, mais en tout cas à ce jour, aucune des lois et aucune des réformes préconisées par le gouvernement Netanyahou n'est passée, la Cour suprême les a invalidées. Donc il y a une société civile
très forte en Israël. C'est ce qui fait qu'elle est une société, je le disais tout à l'heure, une société ouverte. Mais du côté de la paix, le bas blesse. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, très important, c'est exactement dans le fil de ma démarche. Avant de dire dans l'interview, ah, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pacifistes dans le camp palestinien, avant d'examiner ce dossier-là, j'examine d'abord le dossier de ma société. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas pour faire advenir cette paix israélo-palestinienne? Et avant de dire c'est la faute des autres, je vois d'abord quelle est la nôtre. Je l'ai dit, j'appartiens d'abord à celui dont je peux rougir. Et la réponse est très simple. Je peux donner 2 facteurs. Et là, c'est le scientifique qui vous parle, c'est plus le citoyen enthousiaste, merci pour le compliment. L'enthousiasme un peu désespéré. Mais oui, c'est vrai, exact. Alors, il y a 2 facteurs. Le premier, on enseigne ça en relations internationales, on voit les facteurs internationaux. Et là, la réponse est très simple. Donnez-moi la chute du mur de Berlin et je vous donne des conflits qui s'apaisent partout. Et donc, l'antichambre au processus d'Oslo. Il n'y a plus l'apartheid en Afrique du Sud, en Irlande, on fait la paix de Saint-Patrick, la démocratisation en Afrique. Donnez-moi un contexte international qui est favorable, et les Israéliens, comme tous les autres, se disent « Ah ben on va se mettre au diapason de ce climat international ». Et c'est comme ça qu'en 92, Yitzhak Rabin est élu avec une majorité, pas énorme, mais une majorité quand même, qui permet, 1 an plus tard, de dire on rencontre Yasser Arafat et c'est les accords d'Oslo qui, effectivement, n'ont pas abouti. Sans rentrer dans la querelle, pourquoi, j'en parle dans le livre, pourquoi ça n'a pas abouti. Donnez-moi comme événement, genre tectonique des plaques, 11 septembre, et là, bien évidemment, que tout se fragilise et toutes ces ouvertures-là se rétractent. Parce qu'on n'est plus dans un contexte international, nous, on parlait du nouvel ordre international, etc. On est dans une autre période. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, pour être plus spécifique, pour ne pas dire « Ah, c'est de la faute du contexte international qui a changé », c'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça. Je dirais que pour les Israéliens, comment on est passé d'une majorité pas très forte, mais majorité quand même, à une mise en minorité de ce courant-là. Et là, très clairement, c'est encore une fois les paradoxes. Israël occupe 4 territoires. À l'époque, je parle avant 2000. Le Sud-Liban, 1982 jusqu'à 2000. Le plateau du Golan, 1967 jusqu'à aujourd'hui. La Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, depuis 1967. Et la bande de Gaza. Et gérant ses intérêts, etc., Israël, à 2 reprises, sur les 4 territoires, Golan, Cisjordanie, Gaza et Sud-Liban, décide de ce que j'avais appelé, moi, une décolonisation par étapes. On ne va pas tout liquider d'un coup, on ne va pas décoloniser sur les 4 fronts, on va décoloniser étape par étape. Et on commence en 2000 par le Sud-Liban, et on continue en 2005 avec la bande de Gaza. Et qu'est-ce qu'on garde? Le Golan et la Cisjordanie. Je vous pose la question de manière... imaginez que vous ne savez rien du conflit. Vous ne vous êtes jamais intéressé. Et je vous pose la question suivante. À votre avis, d'où la menace sécuritaire pèse encore sur Israël? Du Sud-Liban, dont Israël s'est retiré, de la bande de Gaza, dont Israël s'est retiré, ou au contraire du Golan, qu'on occupe toujours, et de la Cisjordanie, qu'on occupe toujours. Si vous êtes de bonne foi et honnête, et je vous crois tous de bonne foi, vous me répondriez, de la bande de Gaza et du Sud-Liban, c'est sûr que là,
tout va bien. Et du Golan et de la Cisjordanie, tout va mal. Là, vous savez, l'histoire, elle est rebelle au scénario rationnel. Et les deux menaces qui ont pesé sur Israël, depuis le retrait israélien, eh ben, ce n'est pas de la Cisjordanie, même s'il y a des périodes comme maintenant, depuis 1 ou 2 ans, où c'est très fort, mais là, il y a aussi la montée de l'extrême droite, etc. Enfin, mais je ne veux pas épiloguer, je parle depuis 2000. Hein. Ça vient de la bande de Gaza, dont on s'est retiré, et ça vient de Sud-Liban, dont on s'est retiré. Alors on va me dire, ah mais la bande de Gaza ne devait pas vraiment retirer, la monnaie israélienne circule toujours dans la bande de Gaza, vous contrôlez l'électricité, vous contrôlez l'eau, etc. Ok, c'est vrai, c'est pas mais qu'on le veuille ou non, attendez, des années on nous a dit, vous violez le droit international parce que l'armée israélienne se trouve dans la bande de Gaza et il y a des implantations dans la bande de Gaza. En 2005, il n'y a plus aucune implantation et il n'y a plus aucun soldat israélien. Ok? Même si c'est pas exactement c'est pas la fin de l'occupation exactement comme ça l'a été du Liban. Eh bien, le résultat, c'est que c'est du Sud-Liban et de la bande de Gaza, c'est-à-dire quand les acteurs locaux, Hezbollah, Hamas, disposent d'une certaine liberté de manœuvre, puisque les Israéliens, l'armée israélienne et des implantations ne sont plus au cœur ni du Sud-Liban ni de la bande de Gaza. Alors, moi qui suis militant pour le retrait d'Israël de la Cisjordanie, vous imaginez la difficulté de ma tâche? Je leur dis, non, on va se retirer de la Cisjordanie, vous allez voir, ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous croyez que me répond un Israélien de bonne foi? Pas un intellectuel, pas un scientifique, pas une élite, un homme de bonne foi, de bon sens. Il va me dire, bah écoute, c'est gentil là de nous dire, on va se retirer de Cisjordanie, mais regarde, là, on s'est retiré de la bande de Gaza, c'est pas terrible, on s'est retiré du Sud-Liban, c'est pas terrible non plus. Donc, vous comprenez la difficulté de la tâche que j'ai? Alors, je ne vais pas me plaindre, hein, c'est le sacerdoce que j'ai accepté de... Mais voilà pourquoi, vous me posez la question, voilà pourquoi le camp de la paix s'est affaissé. Et je vais même vous désespérer encore un peu plus. Le camp de la paix s'est encore plus affaibli aujourd'hui. Vous savez pourquoi? D'un côté, il s'est renforcé parce qu'aujourd'hui, personne ne considère que la cause palestinienne, c'est une cause marginale, ça y est, c'est oublié, etc. Mais d'un autre côté, elle s'est renforcée. Pourquoi? Parce qu'avant, le 6 octobre, j'avais 30%, au bas mot, hein, 30% de la population juive en Israël qui disait « je m'oppose à un État palestinien parce que c'est notre terre, c'est notre sécurité, on y était avant, le roi David, le roi Salomon, etc. » Très bien. Donc eux, irréductibles. Même si tous les Palestiniens étaient des enfants de cœur, ils seraient toujours opposés à un État palestinien, il faut le savoir. Okay? Et ils étaient environ 30%, voire plus. Là maintenant, depuis le 7 octobre, j'ai 30% de plus qui s'opposent à un État palestinien. Mais eux vont me dire, et je ne peux pas ne pas les entendre, moi je fais avec le réel, je ne fais pas avec des fantasmes. Et vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, je suis contre un État palestinien, pas parce qu'idéologiquement je pense qu'ils n'ont pas le droit à exercer leur droit à l'autodétermination nationale. Tout peuple a le droit de le faire, les Palestiniens ont le droit de le faire. Mais parce que j'ai peur d'un État palestinien. Et j'ai peur d'un État palestinien, pas parce qu'il va y avoir 90% de Palestiniens qui vont être contre. 90% des Palestiniens vont dire c'est super, c'est génial, c'est formidable, il n'y a plus de checkpoint, il n'y a plus d'implantation, on les a tout enlevés, c'est formidable. Moi j'ai peur de 10% qui s'y opposeront encore, parce qu'ils considéreront que le seul objectif légitime de la cause palestinienne, c'est From the River to the Sea. Comme les slogans l'ont montré. Ce n'était pas un drapeau binational qu'on a affiché à Columbia, à Sciences Po, etc. C'était From the River to the Sea, Palestine, Free Palestine. Il n'y avait pas d'Israël, il n'y avait pas une étoile de David au milieu. Donc on ne me dise pas, ce slogan, c'est un slogan pacifique. Non, c'est le slogan de l'éradication d'Israël. Et donc c'est ces 10% qui vont continuer le combat, qui fait que j'ai 30% aujourd'hui d'Israéliens qui me disent, moi aujourd'hui, il faut que tu me convainques qu'il faut ne pas avoir peur de la Palestine. Et je dirais, de ce point de vue-là, regardez comme je cherche toujours à trouver la chose positive. Avant, ils méprisaient les Palestiniens, aujourd'hui ils en ont peur. Ben, c'est un petit progrès. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit progrès. Mais le boulot reste entier. Comment je parviens à les convaincre? Et là,
je le dis en toute sincérité, vous ne vous doutez pas du mal qu'ont fait ces étudiants pro-palestiniens en criant « From the river to the sea ». Parce que ça, c'était le cadeau pour la droite israélienne, de dire, vous voyez, les Palestiniens, ce qu'ils veulent, c'est l'éradication d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Non, dans le coin du drapeau palestinien, il y avait une petite place pour des juifs en minorité. Voilà où on en est. Dans un excès. Et comment on fait pour remonter la pente? Je continuerai mon travail. Je n'arrêterai pas. Sur l'état d'apartheid, moi j'étais très clair, je le dis dans mon livre. Concernant l'état d'Israël dans les frontières de 67, ça n'a strictement aucun sens. Pour une raison très simple. Je vais vous le dire en 2 phrases. Là, je vais être court pour le coup. Les revendications des Palestiniens d'Israël à l'intérieur de l'État d'Israël sont des revendications pour l'égalité. Il reste des discriminations, il y a des inégalités devant l'emploi, de machin, etc., etc. Comme toute société. Très sincèrement, vous n'êtes pas mieux lotis, vous Français ou nous Français, vous n'êtes pas mieux lotis que nous en Israël. On a des juges à la Cour suprême, on a la plupart des médecins en Israël sont des médecins arabes, ils ne sont pas deuxième massins, ils sont chefs de service dans les hôpitaux publics en Israël, la plupart des pharmaciens sont des Palestiniens, donc qu'on ne me la raconte pas, il y a encore des choses à faire, etc. En termes de baccalauréat, on est sur les mêmes niveaux de proportion, etc. Mais il y a toujours encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de bastilles à prendre. On est sur des combats, et je suis au premier rang pour les faire, pour des inégalités qui demeurent. Et entre nous, qui demeureront toujours, parce que les sociétés ne sont jamais parfaites. Mais on peut les abattre une par une, etc. En Cisjordanie, ce n'est pas un combat pour l'égalité, c'est un combat pour la liberté. Ils veulent être indépendants de la présence israélienne, et des colons et des militaires. Un Palestinien d'Israël, en Haïfa, à Tel Aviv, à Jaffa, il ne dit pas « j'en ai marre des colons », il peut en avoir marre sur le plan politique, mais il ne dit pas « la présence des Juifs m'insupporte ». On est là pour le meilleur et pour le pire. En Palestine, c'est oui, déguerpissez, foutez le camp. Et je trouve cette revendication légitime. Et donc, en ce sens, l'inégalité, alors, la notion d'apartheid est une notion polémique. Parce que dans la tête des gens, l'apartheid, ce n'est pas une catégorie juridique de la Convention de Rome, qui est effectivement la notion d'apartheid depuis les années après 1994. C'est la notion de ce qu'on appelait le petit apartheid en Afrique du Sud, c'est-à-dire il y a des bus, machin, etc. Et d'ailleurs, vous voyez bien la propagande israélienne quand elle veut contrer l'argument, elle dit, mais attendez, regardez, rentrez dans l'université israélienne, vous allez voir des femmes voilées, des femmes non voilées, des musulmanes, des chrétiennes, des juifs, machin. Elle n'a jamais posé aucun problème. Et je vous le dis, de ce point de vue-là, on est bien mieux lotis qu'on ne l'est ici en France. En Palestine, c'est des revendications pour la liberté. Déguerpissez, on ne veut plus de vous. Plus de colons, plus d'armée, laissez-nous libres. Et donc, dans ce contexte-là, le fait qu'il n'y ait pas la même loi, et j'ai presque envie de vous dire heureusement, parce que si la loi israélienne présidait en Cisjordanie, ça voudrait dire qu'on a annexé la Cisjordanie, ce à quoi je m'oppose. Mais il est vrai, et j'aime bien donner cet exemple, c'est un exemple très facile à retenir, prenez un accident de la route en Cisjordanie. Rien de terroriste là-dedans. C'est pas le mec de l'extrême droite qui voulait buter le Palestinien, c'est pas le Palestinien qui voulait buter l'Israélien. Ça arrive, c'est pas le cas. Accident de la route, ils se sont frôlés, ils sont machin, etc. Policier arrive. Il se rend compte que dans une voiture, il y a un Israélien qui habite dans une implantation, et il y a un Palestinien qui habite le village d'à côté. L'inégalité de droit, elle se caractérise par le fait tout bête que comme l'Israélien il est soumis à la loi israélienne, lui a le droit, dans les 24 heures, de consulter son avocat. Comme le Palestinien, lui, est soumis à la loi martiale, puisque c'est un territoire occupé, et que légalement, dans un territoire occupé, il ne saurait y avoir d'autre loi que la loi qui régit
cette situation d'occupation. Et là, dans le cas d'un régime d'occupation, l'avocat, il ne peut le consulter qu'après 72 heures. Pourtant, vous voyez, j'ai pris volontairement un exemple où il n'y a rien de nationaliste, c'est pas un terroriste, c'est pas un suprémaciste juif, c'est un accident de voiture, où lui on va dire, toi tu peux consulter ton avocat. Alors on peut dire, cette inégalité de loi, dans le feu de la polémique, on va dire c'est de l'apartheid. Ça n'a rien à voir avec la race, ça n'a rien, c'est un conflit qui n'est toujours pas résolu. Alors vous me demandez, dans la polémique en Israël, je consens très souvent à dire ce qui se passe dans les territoires occupés, c'est de l'apartheid. Pour un peu secouer, si je peux dire, mon interlocuteur israélien qui dit non, etc. Et quand ça les excite et que ça les énerve, j'ai une phrase qui est prête depuis des années, mais que je ressors à chaque fois, je dis écoute, même si ce n'est pas de l'apartheid, tu n'iras pas me convaincre que ce qui règne en Cisjordanie, c'est le contraire de l'apartheid. Et là, il est bien obligé de dire, ça c'est vrai, que ce qui règne en Cisjordanie, c'est pas le contraire de l'apartheid. Voilà, manière de répondre à votre question, dialectique. Nous ne l'avons pas entendu, mais le réveil a sonné. Non, pas c'est l'heure. C'est l'heure. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci beaucoup et... Sciences Po.